Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette vidéo, je m'adresse à toutes les personnes qui n'ont jamais investi. Donc à toutes ces personnes qui veulent investir, qui sont dans la recherche, dans la prise de renseignements et qui n'ont encore jamais rien fait. Si tu me regardes et que tu as déjà investi, passe ton chemin, tu peux rester, tu vas revoir les bases, mais ça ne s'adresse pas à toi. Je remercie tout de suite Grégoire parce que sans lui cette vidéo n'existerait pas. Et je veux te préciser que cette vidéo va être donc en 5 points très simples pour justement te permettre d'avoir les renseignements nécessaires pour passer à l'action. Sans plus de transition, on attaque. Premier point, la prise de décision pour se lancer dans l'investissement immobilier. Alors je te rassure, je ne vais pas pouvoir trop t'aider là-dessus. Il y a 3 grandes motivations qui ressortent, qui sont la retraite. Donc j'investis aujourd'hui et pour mes vieux jours, j'aurai de l'argent en plus. Deuxièmement, payer les études à mes enfants le jour où ça va arriver. Troisièmement, la défiscalisation. J'ai investi dans un but de défiscaliser. Bon, ce troisième point-là, je pourrais creuser, mais ce n'est pas le propos ici. C'est une mauvaise motivation et mieux vaut pas en parler. Mais ce sont quand même les 3 premières raisons qui poussent à investir. Je te conseille juste que si jamais tu veux investir pour défiscaliser, renseigne-toi vraiment bien parce qu'il y a plein de fausses informations. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Bref, il y a encore 2 autres raisons qui sont moins véhiculées mais que je dois te dire et qui sont importantes. La première, c'est se créer un revenu. Ben oui, parce que tu peux investir et te créer un vrai revenu et pas dans 20 ans, tout de suite. Et la deuxième, c'est se créer un complément de revenus suffisant pour lâcher ton travail et créer une entreprise. Ça aussi, c'est possible et c'est pas aussi compliqué que ce que ça paraît. Juste, et je dois le dire avant d'aller plus loin, si tu n'as pas d'argent, ça sera un peu plus dur que si tu as un peu d'argent au départ. C'est une évidence, mais je suis obligé de le dire. Et dans les 2 cas, ça demande du travail. C'est-à-dire que il y a un travail de mise en place avant d'arriver au point du fameux statut de revenu automatique, etc., etc. Ça existe, mais ça demande du travail. Ok? Donc maintenant, on passe à la famille des investisseurs. Donc en gros, pour moi, à ce stade, tu es motivé, tu sais que tu veux le faire, mais il y a des éléments que tu vas découvrir. Tu commences à faire des recherches et tu te rends compte que waouh, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Il y a plein d'informations. Je t'arrête direct, tu n'as pas besoin d'avoir toutes ces informations au départ. En gros, il y a la famille des investisseurs dont je fais partie et bienvenue dans la famille, tu en fais partie aussi. Même si tu commences à peine à y réfléchir, tu en fais partie parce que tu vas être excité, ça va te plaire, etc. Et c'est normal. Et tu vas te dire waouh, il y a plein de méthodologies, il y a autant de méthodologies que d'investisseurs et tu vas plus savoir où aller parce que tellement il y a de trucs, tu vas te dire qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est normal et surtout, ne t'attarde pas, personne n'a tort. Personne n'a raison. En fait, c'est un peu comme dans un couple. Il suffit juste de trouver la méthode qui correspond le mieux à ta situation. En gros, si je devais résumer l'investissement de manière ultra simple, dans l'investissement, il y a 2 grands mouvements. La spéculation d'un côté, le rendement long terme de l'autre. Donc la spéculation, c'est quoi? C'est j'achète quelque chose 100 €, je le revends 200 €. Le rendement long terme, c'est quoi? C'est je place de l'argent et je reçois des dividendes. Et terminares. Il n'y a pas plus. Les 2 méthodes fonctionnent très bien. Les 2 méthodes aboutissent à d'énormes résultats au bout du compte. Il suffit juste que tu trouves celle qui te correspond le mieux et surtout, j'insiste, tu n'as pas besoin de savoir plus que ça au départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas savoir ce qui fonctionne pour toi tant que tu n'as pas commencé justement à acheter quelque chose et à voir comment ça marchait. En fait, pour que tu puisses commencer à réfléchir et à définir une stratégie, il faut forcément que tu passes à l'action. Et pour passer à l'action, il y a un élément que tu dois faire et que je sais que tu n'as pas fait encore, c'est au moins de te fixer un objectif. Alors je sais que cet objectif ne sera pas le bon objectif. Je sais que tu aurais du mal à te fixer un objectif parce que pour l'instant, tu es juste dans l'idée et la réflexion et ça te paraît complètement irréel et impossible en l'état sans avoir commencé de te dire j'attends ceci ou j'attends cela. Et pourtant, je te conseille de le faire. Pourquoi? Parce que par exemple, si tu te dis tiens, je voudrais gagner 3 000 € avec mes investissements immobiliers locatifs et que tu fais une première opération qui te rapporte 200 € par mois, tu vas prendre conscience de la difficulté pour atteindre les 3 000 €. Et tu as besoin de ça pour justement, quand tu vas te reposer sur tout ça, te dire peut-être je vais spéculer alors parce que j'ai pas assez de capital. Ou peut-être tu vas te dire j'ai assez de capital, donc du coup je vais atteindre les 3 000 € et du coup après je ferai ceci et après je ferai ça. Tu vois, en gros, l'objectif, le premier objectif que tu vas te fixer qui n'est pas bon mais que tu vas quand même te fixer, il va juste te servir à réajuster et à justement amener à une réflexion pour chercher à l'atteindre. Et c'est ça que je cherche à provoquer chez toi. Donc, si tu as la motivation et que tu es là, très bien. Fixe-toi un objectif, même utopique, peu importe. Tu l'écris quelque part. Tu te dis, voilà, c'est ça mon objectif. Tu fais ta première opération et c'est avec la première opération, tu vas pouvoir commencer à t'intéresser au merveilleux monde de l'investissement et tu vas pouvoir commencer à te dire, ok, je suis très loin du compte ou alors non, je suis pas loin du compte. Par exemple, nous, on a un client, première opération, il dégage quasiment 1 800 € de marge. S'il avait écrit quelque part 3 000 €, le gars, il se dit, en 2 opérations, c'est plié, quoi. Donc, tu vois, ça va vraiment dépendre. Ta première opération va réellement te donner te renvoyer une image sur l'objectif que tu t'es fixé qui va te permettre après de commencer à avancer sur ton projet. Donc c'est très bien que tu aies la motivation, fixe-toi cet objectif, il y a 2 grands mouvements, tu reviendras dessus après, tu reviendras sur toutes les méthodes plus tard, tu n'as pas besoin de ça pour passer à l'action, travaille juste cet objectif, tu l'écris sur une feuille et on attaque la deuxième partie.
Dans cette seconde partie, on va donc parler des crédits. Et le problème ici, autour du crédit, c'est ce que la société véhicule. En fait, qu'est-ce qu'elle te dit, la société? Elle te dit de faire le crédit le plus court possible, de ne pas avoir de dette, de rembourser le plus vite possible, de ne pas prendre de risques. Tout ça, c'est faux en fait. Bien sûr qu'il y a des dettes qu'il ne faut pas avoir. Mais si tu arrives à faire un crédit qui te rapporte de l'argent, tu es bien d'accord avec moi que c'est très différent d'un crédit qui te coûte de l'argent. Et précisément, c'est ici que va se jouer la différence entre ceux qui s'en sortent drôlement bien avec leurs finances et ceux qui galèrent. Parce que déjà, dès le départ, ils ont compris qu'il y avait une différence fondamentale entre un crédit qui rapportait et un crédit qui coûtait. Alors, je vais t'expliquer ça dans une seconde. J'ai juste un petit bémol, une parenthèse à ouvrir et à fermer qui est hyper importante. Là, tu vas me dire, et je vais tout te montrer avec des calculs, mais Nicolas, si c'était facile, tout le monde le ferait. Bien, le problème, c'est que ça demande un effort personnel. Et je crois que tu es très au courant, mais quand tu dois faire un régime et que tu as un effort personnel à fournir, il y a beaucoup de gens qui baissent les bras. D'ailleurs, si ce que je disais était faux, les liposuctions n'existeraient pas. Mais là, c'est pareil. Le problème caché derrière ça, ça sera le sujet du troisième point, c'est que, attention, pour obtenir un crédit qui rapporte, il va falloir faire quand même quelques efforts. Donc, la raison pour laquelle la plupart des personnes ne le font pas, c'est que la plupart des personnes ne sont pas prêtes à faire les efforts nécessaires pour obtenir le crédit qui rapporte. Mais ça, on va le revoir dans la troisième partie. Maintenant, laisse-moi te montrer ces fameux crédits qui rapportent et la différence que ça produit entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Allez, viens, c'est parti. Donc, je passe devant le tableau numérique, ça sera beaucoup plus facile pour que tu comprennes. Je te rassure, avant qu'on attaque, ça va être très simple. On va faire quelque chose de basique. Mon but ici, c'est simplement d'étayer ce qu'on vient de voir avec des calculs entre les crédits qui te font perdre et les crédits qui te font gagner de l'argent. Eh bien, l'objectif, c'est tout simplement que, au travers de chiffres que je vais te donner, tu sois en mesure de comprendre le mécanisme qui se cache derrière ce type de système. Alors, je vais prendre des exemples que je connais, de projets que j'ai vu passer de préférence dans l'année en cours. Je te rappelle que j'ai une agence immobilière, je te rappelle aussi que j'ai des clients dans les formations. Donc, je vais tâcher de prendre des exemples dont je ne donnerai pas le nom bien évidemment, mais que je connais. On va commencer par un truc tout basique, d'accord? C'est un premier appartement à 60 000 €, d'accord? 60 000 € l'appartement et qui se loue 350 € par mois. Voilà. On va partir sur ce premier exemple et je vais juste te faire une première base de calcul pour que tu vois comment ça fonctionne. Ici, il n'est pas question de rentabilité, mais juste de bien évidemment comprendre comment fonctionne le crédit. Sur ton téléphone, tu peux télécharger des applications financières. Alors, si tu as un iPhone, tu as l'application Loan Calc, qui est une application américaine, mais qui est en français, qui est relativement simple. Sinon, après, sur tous les autres téléphones, tu vas trouver des calculs financiers qui se décomposent comme suit. Tu vas avoir une première ligne avec le montant du prêt que tu veux emprunter, une deuxième ligne avec la durée du prêt, une troisième ligne avec le taux d'intérêt du prêt et la machine, elle va tout simplement te donner le résultat. Ne me demande pas comment le calcul fonctionne, je suis capable de te l'expliquer, mais pour toi, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Rappelle-toi toujours que quand tu as un produit comme ça, un projet à 60 000 €, en réalité, il faut rajouter au moins 10% du montant du projet qui correspondent généralement aux frais de notaire. Si jamais tu te poses la question où sont les frais d'agence, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, de toute façon, ils sont inclus dans le prix. Donc, on ne va pas rentrer dans ce détail pour ne pas complexifier le système. Et ensuite à ça, bien, tu dois ajouter les éventuels travaux et autres éléments s'il y en a. Donc ça, on le met bien évidemment entre parenthèses. Ça va dépendre de chaque projet. À la question basique, mais à laquelle je me dois quand même de répondre, est-ce que je peux inclure des frais annexes tels que le foncier ou les impôts? Eh bien, bien évidemment que la réponse est non. Tu ne peux pas inclure dans un projet immobilier tous ces frais-là. C'est pour ça que c'est important d'acheter correctement. Là, volontairement, j'ai pris un projet qui, a fortiori, ne se financera pas. Dans la logique, en fonction des périodes financières dans lesquelles tu te trouves, tu peux soit faire un projet à 110%, soit tu dois toujours amener à minima les frais de notaire. Alors, c'est quoi un projet à 110%? 110%, ça veut dire que la banque te finance tout et que tu mets 0 € de ta poche. C'est possible. C'est toujours possible. Même dans les périodes très difficiles, c'est toujours possible.
Mais premièrement, c'est plus dur à obtenir dans les périodes difficiles. Et deuxièmement, ça réduit ta marge. C'est mécanique. Plus tu mets d'argent dans un projet, plus tu as de la marge. La marge, c'est quoi? C'est le delta qu'on va trouver entre le crédit. C'est la raison pour laquelle on fait cette vidéo. Donc là, regarde, ce que je vais faire, c'est qu'on va considérer que tu as 6 000 € d'apport et je le fais devant toi. Je rentre donc le projet à 60 000 €. La durée d'emprunt, donc tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans. On va en parler après. Moi, je mets 20 ans et le taux d'intérêt au moment où je fais cette vidéo, hors assurance, j'insiste parce que c'est important, on est à 1,5. Donc en fonction de ton âge, tu peux rajouter soit 0,16, moi quand j'étais jeune et que j'empruntais, je trouvais 0,16, soit je peux trouver des assurances à 0,20, 0,30, 0,40, 0,60 en fonction, encore une fois, de l'âge que tu as. Comme on est hors assurance, le calcul est faux. Parce qu'à ça, il faut rajouter l'assurance. Donc on va le faire tout de suite, on va prendre une assurance un peu élevée, on va se mettre à 1,90. Alors tiens, tu vois déjà j'ai un problème là. Comment je fais pour… c'est pas comme ça, c'est comme ça. On y va, on y retourne. Voilà, on se met à 1,90 pour considérer l'assurance. Et on refait le calcul. Et là, on se retrouve donc avec l'assurance à 300 €. Donc là, tu pourrais me dire et croire qu'en réalité, le projet est rentable. Tu vas me dire, ben regarde Nicolas, il me reste 50 €. Ben c'est faux. Parce que sur un projet comme ça, on va dire qu'il y a 600 € de foncier par an. Voilà. Et si tu prends… Ah mince, ça a changé là. Si tu prends cette considération-là, tu fais, regarde, 600 €, je le fais devant toi, hein, 600 € divisé par 12 et on se retrouve à 50 € pour le foncier, ce qui veut dire que cette opération, qui sur le papier pouvait paraître cohérente, en fait ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle une opération blanche dans le jargon et ça veut dire que là, tu fais même pas étal, en réalité tu perds de l'argent parce que tu en es de ta poche des impôts. Parce qu'une opération comme celle-là, elle va générer une fiscalité que je ne peux pas calculer puisqu'elle est dépendante des revenus de chacun. Et cette fiscalité, tu vas devoir la payer. Donc déjà là, tu perds de l'argent. Maintenant, on va prendre un autre cas, toujours le même. On va monter sur un appartement à 80 000 €, d'accord? Et on reste tout dans les mêmes conditions. Donc 350 €, ça c'est le loyer. On a toujours nos 50 €, ça c'est le foncier, d'accord? Et là, on va faire le même calcul. Donc, on n'est plus à 88, mais on est à 8 000 €. Ça, c'est les frais de notaire. On va toujours imaginer que tu as en réalité 6 000 € d'apport, que tu arrives à te faire financer. Bon, du coup, on va quand même laisser ce montant. Et du coup, tu vas quand même financer, je l'écris ici, on va demander à la banque 82 000 €, puisqu'on n'a que 6 000 € d'apport. Et je le fais volontairement parce que je veux que tu vois le résultat que ça va nous amener. Donc, regarde bien, on modifie. Je suis en train de mettre 82 000 € sur ma financière. Je refais le calcul. Et là, je ne te fais pas durer le suspense. Je pense que tu l'as compris. Alors sur Calcul Loan, tu verras, il y a un peu des pubs, tu seras obligé de les passer. Là, on est à 410,95 €. Assurance incluse puisque j'ai laissé le taux à 1,90. On est toujours sur 20 ans. D'accord? On est toujours sur 20 ans. Et donc là, tu perds de l'argent. Ça veut dire que en réalité, en charge, il faut ajouter 50 €. Donc on est plutôt à 411 plus 50 égale 461 € puisque tu ajoutes le foncier et comment on appelle? Tu ajoutes le foncier et la mensualité de crédit. Tu as les impôts qui vont s'ajouter à ça. Ce qui veut dire qu'on va faire ici ce qu'on appelle un effort d'épargne de 111 €. Mais c'est de la perte. On est d'accord? C'est de la perte. Maintenant, regarde. On va finir notre petit trajet intéressant et après, à la fin, je te ferai un résumé de tout ça. On va finir notre trajet intéressant toujours dans les mêmes conditions. On a un investisseur qui arrive à acheter ce même appartement à 40 000 €. D'accord? On est toujours sur 350 €. D'accord? Et on est toujours avec nos 50 € de foncier. On a toujours nos 6 000 €, sauf que là maintenant on a 4 000 € de frais de notaire, ce qui renverse la vapeur. On va plutôt demander 38 000 € à la banque. Et là regarde, on y va, je te le donne en 1000. On va faire modifier. On modifie le prêt. Et tu vas voir que ça va être totalement différent. Donc ça nous fait 100. Je ne vais pas l'écrire de cette couleur. Ça nous fait 190,44 €. On peut y ajouter les 50 si tu as envie. Et là,
l'investisseur gagne de l'argent. Donc, on a 190 plus 50 moins 350. Eh bien, on a plus 110 €. Toujours pareil, il y a les impôts à payer dans la poche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, simplement sur ces 3 projets, je vais te les comparer et on va voir sur 10 ans la différence que ça va générer. Alors, je ne vais pas les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai faits, je vais les mettre dans l'ordre logique pour toi. Le premier, on est à moins 111 € par mois, d'accord? Et, vraiment important, sur ces moins 111 €, on a acheté un projet, on a demandé 82 000 € à la banque, juste pour te rappeler la situation. Ensuite, on a demandé 60 000 € et là, on fait 0. Alors bien évidemment, tous les calculs que je t'affiche à l'écran, en fait, ne prennent pas en considération la fiscalité puisqu'elle est interdépendante de chacun d'entre nous. C'est logique. Et enfin, ici, on a demandé 38 000 € à la banque et on a 110 000 €. Donc là, on est à moins et là, on est à plus de résultats. C'est important que tu comprennes une chose, c'est vraiment essentiel de le comprendre. Tout ça, c'est avec un crédit. Ce qui veut dire que on a pris le même appartement, acheté différemment, implique qu'avec un crédit, tu gagnes ou tu perdes de l'argent. D'accord? Donc regarde bien. Là, c'est là que ça va devenir intéressant. Sur 12 mois, d'accord? Donc dans la première colonne, là on va faire une première ligne, pardon. Sur 12 mois, ici, il y a 1332 € d'effort d'épargne. C'est comme ça qu'on dit. Bon, ici, il n'y a pas de calcul à faire. 12 fois 0, ça fait 0, mais c'est faux. Ce que je veux que tu entendes, c'est que ici, en fait, tu perds de l'argent. Et ici, tu perds aussi. Tu as perte dans les deux cas ici. Pourquoi ici, tu as perte? Imagine qu'il y a un problème, un cumulus qui pète. La fiscalité, comme je te l'ai dit, elle s'ajoute. Donc, même à 0 en immobilier, on perd de l'argent. C'est une erreur très courante que je vois trop souvent et que ça aussi, il faut bien intégrer parce que ça fait quand même une énorme différence. Tout ça, dans cette ligne ici, on est bien évidemment à crédit. Donc, ce que moi, je veux que tu retiennes de cette première partie, c'est qu'avec un crédit, tu peux perdre de l'argent pour partie ou gagner de l'argent. Et sur 10 ans, on va faire 10 et 20 ans, parce que je veux que tu vois l'impact que ça peut avoir. Sur 10 ans ici, lui, il aura 13 200 € qu'il va avoir perçu d'une manière ou d'une autre. Bon, ben lui, il n'aura rien eu. Et lui, il aura mis de sa poche 13 320 €. D'accord? Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très, très, très important. Enfin, 26 400 €, puisqu'on a fait un crédit sur 20 ans, moins 26 400 € et 0 €. Si tu dois changer quelque chose vis-à-vis de tout ça, c'est ta mentalité par rapport au crédit. Pourquoi? Parce que là, tu le vois vraiment. Il y a des personnes qui font des crédits et qui gagnent de l'argent, pendant qu'il y en a d'autres qui ne font rien du tout, c'est-à-dire qu'ils ont certains crédits, mais ça ne génère rien, pendant qu'il y en a encore d'autres qui font des crédits et perdent littéralement de l'argent. La meilleure image que j'ai pour finaliser cette partie, c'est de bien comprendre qu'en fait, entre cette partie du tableau et cette partie du tableau, il y a simplement des crédits qui te prennent de l'argent dans la poche et que tu mets dans le projet, et il y a des opérations qui prennent de l'argent et qui te le mettent dans la poche. Donc, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on te prenne de l'argent dans les poches ou est-ce que tu veux qu'on te mette de l'argent dans les poches? Change ta mentalité vis-à-vis des crédits. Comprends que ce n'est pas qu'une question de prix, c'est une question de calcul. Tout ce que je viens de te montrer là, si tu as compris à ce stade qu'on pouvait gagner de l'argent avec des crédits, tu comprends ensuite que quand tu vas aller faire un prêt, c'est à toi de faire tes calculs pour être de ce côté du tableau et pas de ce côté-ci. On continue. Maintenant que tu as vu les 3 types de prêts, celui qui te coûte, celui qui te rapporte et l'opération blanche, eh bien, on va pouvoir répondre à la question que j'ai ouverte tout à l'heure, à savoir pourquoi c'était aussi difficile ou plutôt pourquoi il n'y a pas autant de gens qui le font. Et la réponse à cette question, c'est la banque. Oui, la banque. On va parler de ce sujet délicat qui est le rapport avec notre fameux et très cher banquier. Alors, avant d'attaquer, j'ai bien évidemment un premier truc à te dire
qui est très simple, c'est que la vraie raison pour laquelle les personnes n'arrivent pas à obtenir des crédits, c'est avant tout eux-mêmes. Et c'est ton comportement financier qui va conditionner l'acceptation ou le refus de ton compte en banque. Donc je te rassure ici, je vais te donner pas mal de conseils pour obtenir ton crédit, mais j'ai bien conscience que certains conseils vont te faire grincer des dents et tu vas devoir faire avec. Tout d'abord, bien évidemment, pour obtenir un crédit, le découvert est complètement prohibé. Terminer les découverts, tu ne dois plus jamais être à découvert. Alors je sais que certains vont grincer des dents derrière leur écran et me dire « mais Nicolas, moi j'y arrive pas, je m'en sors pas, malheureusement si j'ai pas le découvert, tous les mois moi je finis pas mes mois, etc. » Je suis désolé de te le dire, mais c'est ton mode de vie qu'il faut reprendre de A à Z et change de travail, change de manière de fonctionner, déménage, fais ce qu'il faut. C'est des décisions très difficiles et j'en ai complètement conscience, mais malheureusement, c'est le prix à payer si tu veux réellement changer ta condition financière. Donc le découvert, c'est terminé. Mais si c'était que ça serait facile, ça ne s'arrête pas là. Deuxièmement, dès que tu reçois ton salaire, bien, tu mets l'ensemble de l'argent sur un second compte et tu vas remettre l'argent au goutte à goutte sur tes comptes. Alors ça, c'est la méthode que moi j'utilise, tu n'es pas obligé de faire comme moi, mais tu mets le moins d'argent possible sur ton compte de sorte d'en dépenser le moins possible. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir un comportement d'épargnant. Alors dans ce que je suis en train de te dire, qui est un peu extrême, ce que toi tu peux retenir, c'est le comportement d'épargnant et tous les mois, dès que je touche l'argent, je mets une somme immédiatement de côté. Ce comportement-là va retranscrire à ton banquier une image d'épargnant justement et c'est ce que tu veux avoir. Un épargnant, c'est entre guillemets un bon gestionnaire et toi tu veux rentrer dans la case de « je suis un bon gestionnaire » parce que est-ce que tu prêtes de l'argent à un mauvais gestionnaire? Non. Est-ce que tu prêtes de l'argent à un bon gestionnaire? Oui. Et tu veux être la personne à qui on prête de l'argent. Ça ne tient que à ça, à un comportement d'épargnant. Troisièmement, bien évidemment, avoir une épargne, avoir de l'argent, avoir une somme qui est supérieure au montant que tu gagnes tous les mois. Moi, je pense qu'on commence à avoir un capital dans ce pays dès l'instant qu'on commence à avoir environ 5 000 € sur un compte. Et dès qu'on est dans les 10, 15, 20 000 €, à partir de là, on peut parler d'un vrai capital qui peut te servir d'appui pour aller chercher un crédit. Donc, bien évidemment que ces trois éléments se cumulent et que si tu les as au moment où tu regardes cette vidéo, bravo à toi, tu peux commencer à investir. Mais attention, si tu ne les as pas les trois, tu peux en avoir simplement deux et pour autant commencer à investir. Et je ne te cache pas que moins tu as d'éléments, plus ce sera difficile, plus tu as d'éléments, plus ce sera facile. J'ai encore d'autres petits conseils à te donner qui vont te surprendre quand même parce qu'il y a des surprises. Premièrement, tu vas aller voir ta banque et tu vas lui demander quel est le montant auquel tu as droit. Tu dois savoir, maintenant au moment où je regarde cette vidéo, c'est un exercice que je te donne, va voir ta banque et dis-leur quel est le montant que vous me prêtez dans la situation actuelle. Et même si le banquier te répond 50 000 € parce que ça m'est très souvent arrivé d'avoir des clients et ou élèves qui me disent au téléphone « Nicolas, j'ai que 50 000 €, ça n'est pas grave. Début d'année 2022, on a sorti un projet avec un client. Je crois qu'on était à 55 000 € pour 450 € de loyer par mois. Fabuleux. Tout était refait à neuf, il n'y avait rien à faire. Loué. Donc ça a glissé comme une lettre à la poste. Donc tu vois, c'est possible. C'est possible de trouver des petits projets pour des petits budgets. Le tout, c'est d'avoir un budget. Ne baisse pas les bras parce que ton budget est ridicule. Trouve un projet à la hauteur de ton budget et il n'y aura pas de problème. Deuxième point, et celui-là, il est capital, tu le graves dans ta tête. Il y a 90% de chances que ta propre banque ne te suive pas sur ton premier projet immobilier. Pourquoi? C'est très simple. Ta banque, elle a déjà ton historique de compte bancaire. Ce qui veut dire qu'elle ne voit pas que les 3 derniers mois, ce que va te demander une banque concurrente. La banque concurrente va te dire « Donnez-moi vos 3 derniers relevés de compte ». Et donc, si avant tu as mal géré ou si tu as eu des problèmes financiers, les nouvelles banques, ça, elles ne le verront pas. Alors que ta propre banque, elle a un recul sur toi inhérent au fait que tu y es depuis très longtemps. Deuxièmement, et c'est hyper important, le crédit immobilier ne rapportant plus autant d'argent qu'avant, ça n'est plus autant intéressant pour les banquiers de te donner un crédit immobilier. Donc du coup, comme tu es déjà client chez eux, ils ne feront peut-être pas d'effort pour te garder. Alors qu'une banque chez qui tu n'es pas client, ils vont faire un effort pour te récupérer en tant que client et ils vont te demander de ramener tes comptes chez eux. Ce qui peut te permettre de sortir ton projet immobilier. Donc, tu vois bien qu'il y a plein de subtilités. Il y en aura encore plein d'autres à te donner, mais ici, le but, c'est vraiment que tu commences. Et c'est quand même sur tes épaules que repose la viabilité de tes projets. Et la première chose que tu vas avoir à faire, c'est changer tes comportements financiers, commencer à te comporter différemment avec ton argent pour pouvoir avoir accès justement à ce fameux crédit immobilier, à ce fameux crédit qui rapporte de l'argent. Maintenant, on passe au quatrième point. Le quatrième point qui est, c'est quoi une affaire? Comment faire une affaire? Comment on trouve une affaire
immobilière et comment on fait pour la verrouiller et l'acheter, mais en tout cas comment on fait déjà pour l'identifier. On va se concentrer sur l'identification d'un bon projet immobilier. Avant que je me lève et qu'on aille faire les comptes ensemble, j'ai un truc hyper important à te dire et là aussi je veux que tu le graves dans ta tête. Considère qu'en immobilier, par an, c'est-à-dire que sur une année, d'accord, sur une année entière, il n'y a que une minimum à 3 maximum bonnes affaires. C'est-à-dire que sur une année, sur 12 mois, si tu te mets en recherche active, mais vraiment active, moi je fais que ça. Hein. Moi il y a des moments dans ma vie où je ne fais que ça, que chercher. Eh bien dis-toi que sur une année, sur 12 mois en ne faisant que ça, j'arrive jamais à trouver plus de 3 bonnes affaires, excellentes affaires. Et des fois il y a des années, j'en trouve qu'une seule. Donc entre 1 et 3, c'est très peu. Et c'est très dur. Donc voilà. Crois-moi, il y a beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que le plus dur, c'est la banque. Moi, je ne pense pas que le plus dur, ce soit la banque. Moi, je te le dis, le plus dur, c'est de trouver la bonne affaire. Parce que tu vas voir que la bonne affaire, elle demande plusieurs critères. Et le fait de trouver la bonne affaire qui réunit l'ensemble des critères, ben ça, c'est un travail. Et je vais te le montrer tout de suite. C'est un travail qu'il faut anticiper, calculer, préparer et verrouiller quand on l'a trouvé. Allez, viens, on y va. Donc, on va voir maintenant comment on identifie une bonne affaire. On va voir comment on fait la distinction entre un projet qui rapporte de l'argent et qui permet d'avoir un crédit qui rapporte de l'argent et un projet qui ne permet pas de gagner de l'argent. Et on va aussi voir pas mal de petits détails comme la rentabilité et tout ce qui te permet de bien comprendre le fonctionnement de l'immobilier. Avant d'attaquer, j'ai quelque chose d'hyper important à te dire que tu vas garder dans un coin de ta tête. C'est une règle que tu retrouves dans mon livre « Devenir riche sans argent ». C'est l'une des règles de la deuxième partie du livre, puisque le livre est en 2 parties. Première partie, biographie, deuxième partie, des règles pour gagner de l'argent. Et cette règle, c'est 1 égale 2. Garde ça en tête, on va en parler dans un instant. Donc, on commence et je prends mon téléphone, on va faire des calculs, toi et moi. Donc, on commence par toujours 60 000 €, même on va peut-être un peu réduire le projet. On va partir sur un projet à 55 000 € pour un loyer à 400, même on va mettre 550 € par mois. D'accord? Comme ça, on a un bon projet et regarde. Là, si tu fais le fameux calcul que tu retrouves partout, qui consiste à faire 550. Donc là, je te fais le calcul. X 12. Donc x 12 égale 6 000, voilà ce que j'allais dire, égale 6 600 €. Divisé par le prix d'achat. Ok, divisé par 55 000 €. Donc ça, l'égal en fait, il est plutôt pour cette partie. Ça égale 0,12 fois 100 égale 12% de rentabilité. Ça, c'est la rentabilité de ce projet-là. Et ce qu'on peut faire aussi pour bien comprendre le mécanisme, c'est que si tu arrives à obtenir un projet à 12% par an, en fait, tu viens de calculer ta rentabilité annuelle. Quand tu calcules une rentabilité, c'est toujours sur l'année. Donc, ça veut dire que tous les ans, ton argent serait placé sur un produit comme celui-là à 12% par an. C'est comme ça que ça fonctionne. Et bien, si tu as un pourcentage qui est de 12% par an et que tu as un taux à 1,5%, allez, on avait dit tout à l'heure 1,9%, eh bien, il convient donc de faire cette soustraction et de dire qu'au final, le projet global te revient à 10,1%. 0,1 d'ailleurs, enfin oui, 1 c'est parfait. Voilà, ça c'est ton coût global. À cela, il faut encore déduire les impôts et tout ce qui va avec. Mais ça te permet de voir qu'il y a plusieurs manières de voir la rentabilité et que finalement, on comprend bien qu'on gagne de l'argent. Si on achète à 12 et qu'on a 1,5 de coût de crédit, eh bien, tu vois que cette partie ici, c'est ni plus ni moins ce qu'on peut appeler de la création monétaire. Puisqu'en fait, moi, j'aime pas dire que c'est le locataire qui paye ton loyer et qui paye aussi ton crédit parce que c'est un raccourci. La vérité, c'est que c'est de la création monétaire parce que toi, tu dois supporter les problèmes parce que si le locataire a un problème, c'est toi qui payes. Donc, ce n'est pas le locataire qui paye, c'est toi qui payes. Mais tu fais de la création monétaire et c'est comme ça qu'on arrive à battre l'inflation. Si d'un côté les prix montent mais que de l'autre côté tu crées de la monnaie comme un État, mais tu comprends bien que ça s'équilibre et que du coup, tu gagnes de l'argent. Mais il y a un problème, ça serait trop facile. Il y a un problème dans le projet que je viens de te montrer. Et il y a un problème qui est lié à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ça montre que trouver une bonne affaire, ce n'est pas aussi facile que ce que ça paraît. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que dans tout le processus de l'investissement,
le point le plus difficile, c'est celui-ci. Trouver une affaire. Ça va vraiment être difficile de trouver une bonne affaire. Alors écoute bien, ça va être intéressant. On prend toujours mon cas. J'achète à 12%. On est d'accord. Et regarde, j'achète à 12%, mais j'ai, donc pas 1 égale 2, j'ai 1 égale 1. Ça veut dire quoi? J'ai un appartement et un crédit immobilier. Donc ça veut dire quoi? Mes 550 € et mon crédit, alors faisons le calcul parce que je n'ai quand même pas fait le calcul, 55 000 €, on va toujours imaginer que tu as les frais de notaire, donc tu demandes 50 000 € à la banque, d'accord? Et à 1,9%, parce qu'on a dit qu'on était à 1,9, tu payes 250 € par mois. D'accord? Ton locataire ne paie pas le loyer. Qui paye? C'est toi. Parce que tu as un appartement et un crédit. Et ça fait que tu n'as pas trouvé une affaire. Tu as trouvé une affaire autour de la rentabilité, mais tu n'as pas trouvé une affaire qui soit une très bonne affaire qui te protège. Parce que 1 ne doit jamais égaler 1, même si c'est ce qu'on t'a appris à l'école. 1 doit forcément minimum égaler 2. Donc maintenant, prenons le cas de tout à l'heure et prenons une situation moins avantageuse. Repartons sur 60 000 € par contre l'appartement, donc 120 000 € les deux appartements. Partons sur, d'ailleurs c'est pas euros, c'est K euros, et partons sur un loyer de 450 €. Et là, a priori, tu vois bien que le projet est moins rentable que celui de tout à l'heure. Il vaut mieux acheter un appartement à 55 000 € qui rapporte 550 € que 2 appartements à 120 000 € qui rapportent 450 €. Donc faisons le même calcul. On emprunte 120 000 €. On n'enlève que 5 000 €. On garde toujours le même apport que tout à l'heure pour ne pas transformer le projet au demeurant. Donc on a 600 €, 601 € pour être précis. Ça, c'est le crédit. D'accord? Et on a de l'autre côté, on l'oppose à 900, 450 et 450, 900 € de loyer. Regarde, c'est là que ça va devenir intéressant. Si on fait le calcul de tout à l'heure, si on fait 450 fois 12 divisé par prix d'achat, 120 000 €. On trouve, attends, j'ai peut-être mal fait le calcul, je vais le refaire, c'est 900 € pardon, fois 12, je me suis trompé, divisé par prix d'achat. On tombe sur 0,9%. Et d'ailleurs, tu vois, en le voyant, je trouve que mon exemple, il est même pas bon. Mais on va garder celui-là. Je vais même aller pousser le vice, à descendre encore l'opération. On va faire le même calcul pour 800 €, toujours pour 600 €, 601 € de crédit. Je trouve que c'est encore plus parlant. Donc, si tu fais 800 €, on va faire pendant les deux cas. Si tu fais 800 € fois 12 divisé par prix d'achat, eh bien là, on tombe sur 8%. Donc en fait, il faut enlever la virgule. 8%, donc 9% et 8%. Et maintenant, regarde, je veux que tu vois quelque chose. Imagine qu'il n'y ait qu'un seul locataire qui paye le crédit. Et là, tu commences à réaliser qu'en réalité, cette situation qui est moins avantageuse que l'autre, puisque le pourcentage de rentabilité est inférieur, eh bien, elle est préférable. Dans le cas précédent, avec une meilleure rentabilité, tu perds un locataire et tu dois donner 550 € de ta poche. Ici, dans le premier cas, tu perds un locataire et tu dois donner 151 €. Et dans le deuxième cas, tu dois donner 199 €. Donc ça te montre quoi? Ça te montre, et c'est ce que je veux te mettre dans la tête, c'est que la rentabilité, ça ne fait pas tout. Et ce qui peut paraître finalement moins sécuritaire, à savoir que ici, tu dépenses beaucoup plus d'argent, puisque, comme je te disais tout à l'heure, la société t'envoie le message qui te dit ne t'endette pas, ne prends pas de trop gros crédits sur trop longtemps, solde ton crédit le plus rapide. Maintenant, regarde, on va faire le bilan total des 3 opérations, 151, 199 et 250 sont 151, 199 et 250. Et ici, regarde, ici, on achète à 8%,
Ici, on achète à 9% et ici, on achète à 12%. Et pourtant, ta meilleure rentabilité en cas de problème, c'est celle qui te coûte le plus cher. Et ta plus mauvaise rentabilité, finalement, d'ailleurs, je me suis trompé d'ailleurs dans les pourcentages. Vous auriez pu me le dire quand même, franchement, c'est pas cool. Je suis pas une machine. C'est 8 et c'est 9, pardon pour l'erreur. Et donc, ta plus mauvaise rentabilité, même dans le pire des cas, elle te coûte finalement moins cher et encore moins cher que la meilleure des rentabilités, ce qui a pour objectif ici simplement de te montrer que tu ne dois pas fixer tes recherches que sur la rentabilité. Trouver une affaire, c'est un ensemble de facteurs que tu vas devoir apprendre à décortiquer et à intégrer pour justement réussir à acheter le bon projet. Donc, finalité, rappelle-toi toujours, parce que c'est une règle de base qui est inscrite dans le marbre de mon livre, 1 doit égaler au moins 2. Ça veut dire qu'on n'achète jamais un appartement, on achète au minimum 2 appartements parce que ça te permet de compenser tes risques et ça te sécurise, y compris au niveau du crédit. Allez, on continue. Donc maintenant que tu as vu finalement comment on trouvait une affaire, tous les critères, je sais qu'il y en a beaucoup, on arrive à la dernière partie de la vidéo. Je vais simplement, avant de te donner mon dernier conseil qui est assez particulier, te faire un petit résumé, un récap de toute la situation et on finira avec un conseil assez intéressant, je pense, enfin en tout cas pour moi intéressant concernant l'immobilier en tout cas. Donc tu as vu qu'il te fallait une motivation pour passer à l'action, mais celle-là elle te concerne et je t'ai bien expliqué qu'il y avait finalement un dosage à avoir entre l'action et la théorie et il faut à chaque fois basculer de l'un à l'autre, continuer d'apprendre d'un côté mais passer à l'action de l'autre et puis avancer comme ça. Ensuite on a vu qu'il y avait plusieurs manières de faire et donc on pouvait gagner de l'argent avec un crédit. Tu as vu que la difficulté c'était quand même ta banque et que finalement, il fallait avoir un certain comportement bancaire pour prétendre à ces fameux crédits qui rapportent de l'argent et que donc, tant que tu ne les as pas, ces prétentions bancaires, tu ne peux pas y avoir accès. Ensuite, on a vu, quoi d'autre, que les affaires, c'était pas aussi simple que ça, qu'il y avait quand même pas mal de critères et qu'il fallait la trouver, la bonne affaire, et quand on l'avait, on la tenait, il fallait la tenir et aller au bout. Mais ça, c'est le dernier point. Maintenant, on arrive au dernier conseil, au 5e et dernier conseil de cette vidéo pour toi qui te lance. Et c'est un conseil très important, c'est que tu achètes quelque chose de vivant. C'est la meilleure image que j'avais à te donner. L'immobilier, c'est vendre des moments de vie à des gens. Tu vas avoir des gens qui vont vivre dans des appartements ou tu vas avoir des gens qui vont utiliser et user de quelque chose que tu leur mets à disposition. Peu importe le type d'exploitation que tu vas faire, c'est ce qui va se passer. Et ce paramètre, on l'oublie trop vite. Surtout au début, quand on se lance, on est focalisé sur l'argent qu'on va gagner, sur la rentabilité. Mais c'est une erreur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de débutants qui passent à côté d'excellentes affaires. Pourquoi? Parce que ton investissement va vivre. Il va subir les aléas de nos hommes politiques et de leurs lois. Il va subir les aléas de l'urbanisme qui l'entoure. Il va subir les aléas des gens qui vont l'occuper. Et ces aléas peuvent être à ta perte, c'est-à-dire que ça peut te coûter de l'argent parce qu'ils vont user et abîmer le bien, mais ça peut être aussi à ton avantage et ça, on a tendance à l'oublier. J'avais fait une vidéo sur mes erreurs immobilières où je disais que j'avais acheté un immeuble à 7-8% de renta et que durant le temps de rétention, je suis passé quasiment à plus de 10% parce qu'il s'est passé des choses et je n'ai strictement rien fait à l'intérieur. Et ça, je veux pas que tu l'oublies. Tu achètes des lieux de vie dans lesquels il va se passer des choses et ces choses, tu ne les connais pas, je ne les connais pas, personne ne les connaît. Et je vais même aller plus loin que ça. Le fait d'acheter un bien immobilier va provoquer chez toi quelque chose. Et c'est ce que moi je veux que tu arrives à comprendre. Et que tant que tu n'as pas acheté, tu ne sais pas ce que ça va provoquer. Moi j'ai vu des clients et des élèves acheter des biens immobiliers et voir qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Et rejeter le truc en bloc, tout vendre et passer à autre chose. J'ai vu des couples où c'était monsieur qui voulait absolument prendre la formation et où finalement c'était madame qui était finalement devenue accro à l'immobilier, qui ne pouvait plus s'arrêter d'acheter et qui était même devenu le moteur de l'investissement alors que monsieur finalement, lui il est content mais pas plus que ça, quoi. Donc tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Elle était belle cette phrase. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas acheté, tu ne peux pas savoir ce que ça provoque comme toi, chez toi comme émotion. Moi, mon premier bien immobilier, je l'ai revendu. Ça m'a permis d'encaisser 39 900 €. J'avais 23 ans à l'époque. J'ai cru que j'étais riche en fait.
Je l'étais pas, mais j'ai cru que j'étais riche. Et à partir de là, le virus était en moi, ça a été terminé. J'ai jamais plus arrêté de ma vie d'acheter, de louer, d'acheter, de revendre, enfin de faire de l'immobilier, quoi. C'est devenu un truc de fou pour moi. Et aujourd'hui, je ne vois même plus la vie sans ça, en fait. Je me sens mal. Là, il y a quelques temps, j'ai vendu tout mon patrimoine pour re-racheter. Il y a eu une période où je me sentais mal parce que j'avais pas assez d'immobilier. Je me sentais pas bien, en fait. C'était viscéral. Donc ça, tant que tu ne le fais pas, tu ne le sais pas. Et tant que tu ne le sais pas, tu ne peux pas connaître, savoir ton ressenti vis-à-vis de cet investissement-là. Je vais arriver à le dire. Pareil, la dette. Moi, il y a eu des biens que j'ai achetés à des endroits où j'ai pris de gros risques et je dormais mal la nuit parce que j'avais un crédit. Et il y a d'autres endroits où aujourd'hui j'ai des crédits beaucoup plus gros et où je dors super bien la nuit. Parce que je gagne de l'argent très confortablement avec et que ça me va très bien, c'est bien placé, ça me convient. Et donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que tout ça, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne le sais pas. Tu achètes quelque chose de vivant qui va te faire réagir, qui va réagir aussi à l'environnement dans lequel se trouve le bien immobilier. Et donc, tant que tu ne l'as pas, tu n'es pas en connaissance de tous les paramètres du problème et donc tu ne fais que fantasmer une situation que tu n'as pas encore réalisée. Donc, conclusion, tu te concentres sur l'action. Quand tu as pris ta décision, limite tes informations. Bien évidemment que tu peux te former et passer à l'action, comme tu peux ne pas te former et passer à l'action. La différence, c'est quoi? La formation, elle va te faire gagner du temps. Toutes les informations que je t'ai données là, elles ont pour objectif de te faire gagner du temps et de l'argent. Bien évidemment que si tu prends une formation chez moi ou ailleurs, ça n'a pas d'importance. Tu vas encore gagner plus de temps et d'argent. Mais tu peux acheter des livres, tu peux ne pas te former et tu dois dans tous les cas passer à l'action pour justement avancer dans ce processus qui est l'investissement. Moi, dans tous les cas, je suis très heureux d'accueillir de nouveaux membres de la famille des investisseurs. Je suis convaincu, mais alors convaincu, que tout le monde devrait investir au moins une fois dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'investissement, ça change ta perception de tes comptes en banque, ça change ta perception que tu as aussi du gouvernement, ça change ta perception que tu as de ton rapport à la vie. Parce que bizarrement, tu vas te rendre compte que plus tu vas gagner en autonomie et en liberté financière, plus tu vas voir la vie différemment parce que tu vas commencer à te dire mais en fait, je peux faire ceci et puis je peux faire cela. Et puis aussi, l'investissement pour moi, c'est finalement ni plus ni moins que de l'entrepreneuriat simplifié. Si tu arrives à investir et que tu arrives déjà à gagner un peu d'argent ou de l'argent avec tes investissements immobiliers, tu es capable d'en gagner dans n'importe quel autre domaine de la vie. En fait, l'investissement, c'est le début de quelque chose qui va te prouver ce dont tu es réellement capable. Donc fais-le. Fais-le pour voir tes capacités, fais-le pour voir jusqu'où tu peux aller, fais-le pour voir que ça ne te plaît pas aussi. Parce que c'est peut-être le seul moyen pour te dire « Ah ben non, en fait, c'est pas fait pour moi ». Mais fais-le dans tous les cas parce que ça sera une école de la vie formidable. Moi, ça m'a transformé et j'en suis ravi. Je suis très heureux d'avoir fait tout ce que j'ai fait dans ma vie et j'espère continuer encore longtemps. Mais à mon avis, au stade où j'en suis, ça va continuer jusqu'à la fin, quoi. Je m'arrêterai jamais. Papy Nicolas, il sera encore en train d'acheter pendant que certains me regarderont en me disant « Et pourquoi tu achètes encore ?» Parce que j'adore ça. Donc bienvenue dans la famille. Achète, c'est la meilleure chose qui va t'arriver dans la vie, ça change tout et ça amène une sérénité que je peux que te souhaiter.